Bonjour à toutes et à tous. On est vraiment heureux et heureuses de voir autant de personnes connectées ce midi pour une présentation, donc un webinaire de présentation de la Maison des Démarches. C'est ça, on a eu une petite frayeur avec la peine, c'est ça, belle ce matin, mais bien contente de voir que notre connexion est rétablie. On espère que ça n'a pas empêché certaines personnes de nous rejoindre. Mais donc pour information, cette présentation est présentement enregistrée et on va vous l'envoyer. On va vous envoyer la vidéo par courriel à toutes les personnes qui étaient inscrites. Donc, si jamais vous avez envie de la revisionner ou si vous voulez la partager avec des personnes qui n'auraient pas pu se connecter aujourd'hui, ben, n'hésitez pas à diffuser l'enregistrement une fois qu'elle vous sera envoyée. Alors, peut-être avant de commencer, je voudrais, enfin, on prendrait comme peut-être une minute pour présenter les personnes de l'équipe de la Maison des Marches qui sont présentes aujourd'hui. Donc, moi, c'est Julie Fung, enchantée, donc directrice de projet de la Maison des Démarches et également directrice administrative de Projet Collectif, parce que la Maison des Démarches, c'est une initiative de Niska et Projet Collectif. On pourra vous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Je vais laisser mes trois autres collègues présents se présenter rapidement. Bon, ben, j'y vais. Vincent Chapdelaine, directeur général de Projet Collectif. Heureux de tous vous voir ce midi. Et tiens, je passe la POC à Félix. Bonjour à toutes et à tous. Félix Boudreau, conseiller en développement collectif chez Niska. Et à toi la parole, Mathieu. Allô tout le monde, moi c'est Mathieu Piega aussi, également le collègue de Félix. Très heureux de faire partie de cette équipe des Maisons des Démarches. Donc je suis également conseiller en développement collectif chez Niska. Je pense que Olivier est là hein, aussi, votre collègue. Oui, c'est ça, Olivier, mais je l'ai. Ah, il est là. Ah, d'accord. Salut Olivier. Alors, petite question technique. En fait, là, on va vous dérouler donc une présentation donc, de la Maison des Démarches. On va se passer la parole avec Vincent, Mathieu, Félix. C'est ça, dans les 30-40 prochaines minutes. Si vous avez des questions lors de la présentation, notez-les dans le chat au fur et à mesure. On va les compiler. Puis si il nous reste du temps à la fin de la présentation, on pourra répondre à certaines questions. C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui vont peut-être sortir des questions. On va toutes les compiler. On vous reviendra par la suite. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un moment en fait pour vous présenter la Maison des Démarches. On aura d'autres occasions, j'imagine, par la suite pour pouvoir répondre un peu plus précisément aux questions. Mais aujourd'hui, on va se concentrer donc sur cette séance d'information. Alors, quel est l'objectif de ce webinaire aujourd'hui? En fait, il y en a plusieurs. C'est de vous présenter donc la Maison des Démarches, cette nouvelle initiative qui nous tient beaucoup à cœur, de vous présenter donc son existence pour les personnes qui en auraient pas entendu parler et faire preuve aussi de transparence en fait dans l'avancement de ce nouveau projet. On est encore en phase donc de prédémarrage et on trouvait ça important de pouvoir déjà parler de cette démarche aux démarches qui sont peut-être intéressées, au réseau, etc., qui pourraient en parler autour d'elles. Et également sonder l'intérêt et les besoins des personnes qui vont être là aujourd'hui présentes ou d'autres qui vont entendre l'enregistrement pour mieux comprendre en fait les besoins donc, des démarches non incorporées pour qu'on puisse aussi éventuellement ajuster notre offre de service et également lancer un appel aussi au partenariat des réseaux qui sera en contact avec des démarches non incorporées pour pouvoir faire rayonner ce projet et en parler autour d'eux et elles. Donc, on va passer à la slide suivante. Donc, on trouvait ça important donc, de faire une reconnaissance territoriale. Une partie de l'équipe qui facilite le webinaire aujourd'hui, donc Vincent et moi, on se trouve sur le territoire traditionnel et non cédé des Ghanaiennes-Kehaga. L'île appelée Montréal, sur laquelle on se trouve, est connue sous le nom de Jojage dans la langue des Ghanaiennes-Kehaga. L'autre partie de l'équipe se trouve en Estrie, donc on a Mathieu, Félix et Olivier, sur le territoire ancestral également non cédé de la nation Wambanaki, nommée Ndakina. Alors, nos deux organisations, le NISCA et Projet Collectif, on joue plusieurs rôles à travers le Québec pour faciliter l'accès aux connaissances, favoriser les échanges entre les personnes et les organisations, renforcer les capacités des collectifs à réfléchir, décider et agir ensemble. Puis, on veut nommer aujourd'hui l'importance qu'on accorde à tenir compte des voix et perspectives autochtones dans nos réflexions et nos actions et de reconnaître les conséquences passées et actuelles du colonialisme. D'ailleurs, on a aussi des échanges avec des acteurs des premiers peuples autour de ce projet-ci en particulier. Donc, on pourra éventuellement, là, quand ça sera plus mûr, vous partager. Puis, ben, on vous invite, si vous le souhaitez, à partager dans le chat où vous êtes en ce moment au Québec, dans quel territoire vous êtes. Et vous pouvez aussi, si vous ne connaissez pas le nom de votre territoire autochtone,
vous fiez sur une carte pour laquelle on va mettre un lien dans le chat. Puis, également, dans l'esprit de cette reconnaissance territoriale, on souhaitait également honorer les savoirs et les pratiques de gouvernance des premiers peuples. C'est ça, moi notamment, c'est ça, il n'y a pas longtemps, j'ai suivi une formation donnée par l'organisme autochtone Mikana. Et la formatrice nous disait que les peuples autochtones, par exemple le peuple de la nation Wendat, prenaient des décisions de façon collective, horizontale, mais ils intégraient même les enfants dans leur prise de décision. Donc en cherchant à avoir vraiment un consensus et un respect de voix de chacun et chacune lors de leur prise de décision. Et on trouve que ces modes de prise de décision qui sont très ancrés dans les collectivités, qui recherchent en fait un équilibre, peuvent vraiment nous inspirer dans notre façon d'agir ensemble. Et c'est un peu dans cette continuité aussi que s'inscrit la Maison des démarches, qu'on va vous présenter un peu plus amplement tout à l'heure, mais qui offre donc un espace d'hébergement administratif pour des démarches citoyennes non incorporées. On espère que la Maison des démarches pourra permettre à des groupes de s'organiser, de prendre place dans la vie collective de manière un peu différente, sans avoir à s'incorporer de manière traditionnelle, comme on a l'habitude de le voir sous forme de BNL ou de coopérative, et donc de favoriser vraiment des approches ancrées dans la coopération, la flexibilité, l'autonomie et l'intelligence collective. On peut passer à la slide suivante, Vincent. Donc, la Maison des démarches, qu'est-ce qu'on va offrir? Donc, c'est un service d'hébergement administratif complet pour les démarches collectives non incorporées. Ce qu'on souhaite offrir, c'est vraiment donc des services administratifs tournés autour des réceptions et gestion des fonds, en fait, des différentes démarches, donc le paiement des fournisseurs, versement des salaires. On veut également s'assurer, on travaille actuellement en fait à trouver des assurances pour assurer ces démarches au niveau donc assurance responsabilité civile, assurance des administrateurs. On travaille également, on est en discussion avec des partenaires pour éventuellement offrir un parrainage fiscal, donc un numéro de charité. Et tout ça, en fait, c'est vraiment dans le but de faire valoriser le statut d'association. Et donc, dans cette optique-là, on a également une offre qui tourne aussi autour de la rédaction de contrats, etc., pour vraiment formaliser un contrat d'association pour donner une existence juridique aux différentes démarches non incorporées. Lorsqu'on parle de démarches non incorporées, en fait, ça cible vraiment différents types de structures, des plus petites par exemple, des petits groupes de citoyens à des acteurs, par exemple, régionaux ou nationaux. Donc là, on vous donne un type d'exemple des collectifs citoyens, collectifs d'artistes, tables de concertation, etc. Et pour être hébergé dans la maison des démarches, il faut respecter certaines règles, comme on va dire. C'est d'être donc, comme on disait, non incorporé, mais être aussi un projet collectif qui implique plusieurs personnes, un groupe ou une communauté, et s'inscrire dans des valeurs de justice sociale et environnementale qui nous tiennent à cœur chez Projet Collectif et chez Niska. Et on voit également plusieurs cas de figure. On pourrait héberger dans des démarches qui souhaitent rester non incorporées, donc sur le long terme, mais également des démarches qui sont en réflexion actuellement, qui voudraient peut-être devenir un OBNL ou une coopérative, mais qui ne savent pas exactement sous quel type d'organisation elles veulent évoluer. Et donc, en attendant, elles pourraient être hébergées par la Maison des démarches pendant 1 an, 6 mois, 2 ans, le temps d'un peu plus se structurer et devenir par la suite une organisation incorporée. On peut passer à la suite. Donc là, je vais laisser la parole à mes collègues pour parler de l'émergence du projet. Oui, donc bonjour à tous et toutes. Donc Niska, c'est une coopérative de travailleurs, peut-être que certaines connaissent déjà. Donc nous, on a la chance de se promener beaucoup à travers le Québec et de rencontrer beaucoup de collectifs, aussi bien des concertations, des collectifs de travailleurs, aussi des collectifs de citoyens. Puis on s'est rendu compte chez Niska qu'il y avait un certain défi autour de la gestion des fonds, et c'est donc comme ça qu'est né le positionnement de Niska à vouloir s'engager dans le projet de la Maison des démarches avec projet collectif. Donc, c'est une complémentarité, tout simplement, entre projet collectif et Niska qui s'installe. Et nous, Niska, on est très, très heureux d'être présent et d'être aux côtés de projet collectif dans ce projet. Pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, Projet Collectif, c'est une organisation qui travaille à travers le Québec, qui est ancrée, notre siège social est à Saint-Camille, en Estrie. Puis, on travaille à travers le Québec à soutenir différents écosystèmes autour de 3 axes, les savoirs ouverts, la collaboration ouverte et l'action collective. Puis, ce qu'on tente de faire le plus possible, c'est de développer des solutions collectives d'envergure qui permettent
d'adresser des enjeux qu'on voit dans la société et qui peuvent améliorer la collaboration entre les acteurs et l'action collective au Québec. Puis, nous, depuis 2 ans et demi à peu près, on a prototypé le travail d'hébergement administratif avec une première démarche qui est Transition en commun, qui est un mouvement dans le monde de la transition socio-écologique dans la région de Montréal. Puis, ben, à travers cette expérience-là, on a aussi vu l'ampleur des besoins qui existent à travers le territoire à différentes échelles. Nous-mêmes, Projet Collectif, on a été hébergés administrativement par le TIES au moment de notre création en 2021. Puis, on voit à quel point c'est important comme levier de pouvoir offrir ces espaces-là pour soutenir les groupes non incorporés. Comme Julie disait, que ce soit en démarrage vers une éventuelle incorporation ou que ce soit des groupes comme Transition en commun qui souhaitent demeurer non incorporés pour plein de raisons qui peuvent leur être propres. Donc, avec Niska, on a vu la complémentarité de travailler avec eux à déployer un service beaucoup plus large qui permet de répondre à ces besoins-là, tout en reconnaissant que d'autres acteurs jouent ce rôle-là. Puis nous, ce qu'on veut, c'est être en complémentarité avec ces autres acteurs-là, en soutien aussi à ce qui existe déjà. Mais ça, on y reviendra un peu plus loin. Puis, il y a la notion de répondre aux besoins. Mais je pense que c'est important aussi de nommer qu'on voit derrière la Maison des démarches un véhicule de transformation sociale quand même très important et motivant. Parce que je pense que au Québec, on a beaucoup travaillé dans le milieu de l'action collective dans les dernières décennies sur les mouvements communautaires, mouvements de l'économie sociale, mouvements coopératifs. Il y a énormément de structures d'action collective qui existent et qui font un peu la fierté du Québec. En tout cas, je pense qu'on est tous assez fiers de cette particularité québécoise où on a énormément d'acteurs collectifs. Mais on sent qu'il y a eu peut-être qu'on a besoin de donner plus d'amour à tout ce qui est plus informel, tout ce qui est plus grassroots, tout ce qui est plus émergent et parfois invisibilisé par l'absence de forme juridique officielle. Puis, quand on a commencé à regarder ça, bien, on voit qu'il y a prendre des milliers d'entités non incorporées qui existent et qui existent un peu à travers le tissu social organisationnel du Québec. Puis, on pense que derrière, en donnant plus d'attention à cette forme d'organisation collective-là, puis en créant un véhicule comme la Maison des démarches qui permet vraiment de faciliter l'organisation pour des groupes qui émergent, mais on peut peut-être contribuer significativement à nourrir et amplifier toute l'effervescence qu'on sent sur le terrain. Donc, on voit là vraiment une vision à plus large échelle aussi là, qui nous semble importante pour la transformation sociale et écologique du Québec. Donc, on pense que la Maison des démarches peut contribuer à libérer un potentiel dormant d'action collective, à baisser la barrière d'accès à plein de groupes. On pense aussi que ça peut être une façon de mutualiser plein d'opérations administratives qui permet aussi de réduire les coûts d'hébergement administratif qu'on voit parfois dans la société. Puis, ben, c'est un travail de renforcement des capacités. On pense aussi que ça peut contribuer à développer la littératie financière administrative de plusieurs acteurs terrain. Et on pense aussi, puis ça, on pourrait y revenir également, qu'il y a une méconnaissance de cette forme d'organisation-là de la part de plusieurs bailleurs de fonds, que ce soit les gouvernements, les fondations, etc., même si il y a quand même une reconnaissance légale. Mais il y a peut-être un gros travail d'éducation, de sensibilisation qui peut permettre de faciliter l'accès à des fonds. Puis juste le véhicule administratif de la Maison des démarches de pouvoir aider à recevoir des fonds à travers le NEQ de projet collectif, puis les rendre disponibles aux groupes sur le terrain. Donc, c'est un peu tout ça qui nous amène à travailler sur cette question-là à projet collectif. À toi, Julie. Pour information, il y a quand même quelques considérations, pas pour commencer et continuer les explications. Donc, tu peux mettre la prochaine slide, puis c'est Mathieu ou Félix qui vont parler de la complémentarité avec les fiduciaires actuels. Vas-y, Félix. Parfait.
On utilise le mot fiduciaire, hein, c'est la première et la dernière fois qu'on va l'utiliser. C'est pas malheureusement le bon terme, hein, c'est pour ça qu'on parle d'hébergement, mais dans le jargon populaire, on entend souvent ce mot-là. Ce qu'on veut dire dès le départ, c'est que on reconnaît hein, qu'il y a beaucoup de groupes qui travaillent, qui font ce rôle d'hébergement administratif-là au Québec, et c'est souvent très positif. Donc, ça peut être parfois une façon aussi de lever des fonds pour certaines organisations en offrant un service, mais ça peut aussi être un moyen de créer de la proximité avec les démarches sur le terrain. Donc, loin de nous l'idée de venir faire compétition à ces groupes existants qui occupent déjà ce rôle-là sur le terrain. Notre objectif est de venir plutôt relaxer le système là où ça crée de la tension, là où le groupe, par exemple, qui héberge des démarches trouve la situation difficile ou tendue, ou là où les démarches ne réussissent pas à trouver finalement de groupe pour les héberger. Donc déjà, il y a cette logique-là profonde qu'on ne veut pas entrer en compétition, puis ça va impliquer plusieurs logiques de collaboration et de partenariat dont on aura la chance de vous parler plus tard. Mathieu? En fait, c'est sûr que c'est aussi l'idée qu'on réponde à des besoins qui sont non comblés, comme ça a été dit aussi par Vincent. Puis on a fait quand même, la Maison des démarches arrive à un moment où on a mis quand même plusieurs mois on a travaillé fort pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Je veux dire qu'on a fait une exploration assez profonde, notamment en Estrie, où on a rencontré quand même beaucoup d'acteurs. Et il y avait comme des regards très divergents entre ceux qui étaient un grand oui, puis un grand wow, puis un grand peut-être non. Vous allez être en compétition. Donc, ce que vient de dire Félix, on va être très, très sensible à la question de la coopération, des mécanismes de collaboration sur les territoires pour ne pas être en compétition, mais bien travailler le plus ensemble possible. Donc, là-dessus, c'est quelque chose qu'on tiendra vraiment à votre disposition pour pouvoir en discuter. Oui, pour les observations, Mathieu, Félix, est-ce que vous voulez Donc oui, rajouter? ce qu'on voit, dans ce qu'on a pu voir dans nos observations, c'est qu'il y a une très grande quantité d'entités collectives non incorporées au Québec, notamment des groupes de citoyens qui cherchaient parfois des OBNL pour pouvoir mettre en place un projet. Aussi des organisations qui ont de moins en moins envie de jouer ce rôle-là de mandataire, dans le fond, parce qu'en jouant ce rôle-là, bah, ça vient aussi biaiser la comptabilité, ça vient aussi donner des responsabilités qui ne sont pas forcément celles qu'on a toujours envie d'avoir. Donc, c'est sûr que dans ces cas de figure-là, on a des collectifs comme disait Vincent, qui n'arrivent pas à émerger. Il y a également aussi des démarches fiscales, des implications légales et fiscales, où parfois on a même entendu la question de l'apparence de conflit d'intérêts, où quand on est en même temps mandataire, fiduciaire et porteur de projet, ben là, il y a un biais qui s'installe. Et l'apparence de conflit d'intérêts sont souvent des formes de tension implicites qui ont du mal à sortir et à rejaillir. Et donc, la méthode des démarches est là pour éviter en fait ces tensions qui sont pour nous inutiles et qui asphyxient tout simplement le milieu. Et Ah, puis, on a, Mathieu, une question là, dans le chat. Je pense que ça mérite qu'on y réponde tout de suite avant de poursuivre. Donc, il y a quelqu'un qui ne comprend pas nécessairement qui sont les fiduciaires actuels. Donc, quand on parle d'hébergement, pour vous donner un exemple, on peut prendre deux exemples. Donc, un exemple citoyen très local, très petit, puis un exemple un peu plus large. Si, par exemple, un groupe de citoyens veut recevoir un financement pour un projet de voisinage, il doit le recevoir via généralement un fiduciaire, donc un hébergement. Donc, il va s'associer ou chercher un groupe. Par exemple, si c'est un projet en environnement, ça pourrait être un conseil de l'environnement pour recevoir ces fonds-là en son nom et pouvoir mener son projet. Dans le cadre de démarches de concertation, ben, on pourrait imaginer une table de concertation qui n'est pas une entité légale et qui reçoit un financement via un des membres de la table de concertation qui prend en charge l'hébergement administratif d'une démarche collective. Donc, ces deux exemples, mais il en existe vraiment beaucoup. Donc, il y a plusieurs organisations qui jouent des rôles d'hébergement administratif en ce moment au Québec, puis on aura la chance d'en rediscuter par la suite. et donc, le dernier point qui est complémentaire à ce que vient de dire Félix et par rapport à la question, c'est qu'on a aussi dans notre phase exploratoire et diagnostic rencontré des bailleurs de fonds, des municipalités aussi qui s'interrogeaient aussi sur comment soutenir et accompagner ces démarches. Et donc, on s'est rendu compte que les gouvernements, les collectivités, les bailleurs de fonds étaient plutôt intrigués par ce projet-là, qui est quand même, somme toute, une innovation au Québec et qui amène, quand on a amené la question du statut d'association contractuelle et sur le rôle d'un hébergement administratif, ça a été
bien reçu par les personnes qu'on a rencontrées à plusieurs reprises sur notre projet. Donc, on a fait quand même, on pense, un bon 360 autour de notre diagnostic pour en arriver là aujourd'hui. Y compris sur les ressources humaines, oui. Sur les ressources humaines également, ça a été des questions qui ont été posées. Est-ce que légalement, la Maison des démarches peut porter la question des ressources humaines? Je pense que Julie, là-dessus, vous allez voir dans les diapos qui vont venir juste après, on a des réponses très précises à vous apporter là-dessus parce qu'on ne vous l'a pas nommé, mais on a été accompagné par un cabinet d'avocats d'un point de vue juridique pour ne pas se tromper sur nos propositions et être sûr que légalement, tout ce qu'on propose aujourd'hui soit solide. Donc peut-être Julie, c'est à toi. Je vais enchaîner, puis je Ah pense que Vincent, pardon. la diapo dont tu parles est la suivante. Donc, on trouvait ça quand même important aussi, là, dès le début, de reconnaître l'importance. Là, on parle de groupes non incorporés. Souvent, les groupes non incorporés ne s'incorporent pas par désir de simplicité, d'agilité. Il y a quelque chose de très beau dans les groupes informels ancrés dans les milieux. Donc, nous, ce qu'on veut faire avec la Maison des démarches, c'est protéger et soutenir ces groupes-là, leur permettre de partager des ressources financières, humaines, matérielles, etc., d'une manière euh, claire et structurée, mais tout en protégeant une sorte de principe de minimum de formalisation. Donc, on ne veut pas forcer les groupes à tomber dans plein de contrats inutiles ou de formalités inutiles. Euh, donc, c'est un peu un des principes là, qui nous habitent, puis qu'on tenait à mentionner dès le début. Mais bien sûr, des fois, il y a un minimum de structure qui permet d'amener quand même de la clarté entre tous les membres d'un groupe et qui permet aussi de réaliser certaines choses qui ne sont pas possibles si on ne rédige pas, admettons, un document qui explique c'est quoi les objectifs du collectif ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est le type d'accompagnement qu'on va pouvoir aussi amener au groupe. Et on pense que ça peut être très structurant pour amener de la clarté et permettre certaines actions tout en restant beaucoup plus souple et agile qu'une structure légale comme un OBNL ou une coopérative. Oui, ça c'est un autre point. Donc, on parle donc d'associations depuis tout à l'heure et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup donc de démarches non incorporées qui ne savent pas en fait quel statut elles ont aux yeux de la loi ou qu'est-ce que c'est ça en fait qui ne connaissent pas ce statut-là. Donc, en fait, les entités non incorporées, elles ont un statut. C'est donc un statut d'association qui n'est pas à confondre avec le concept d'association qu'on utilise en France. On parle des fois d'association en France, mais c'est pas ça ici au nom de la loi. C'est un contrat. Une association, c'est pas donc une personne morale comme un OBNL, par exemple, ou une coopérative, mais un contrat civil entre plusieurs parties qui ont donc un objet, un objectif commun. Et en sachant ça, enfin en sachant que donc il y a un statut légal, donc le statut d'association, on peut le mettre par écrit, donc sous un contrat d'association, ou on peut comme juste rester à l'oral et donc juste 2 ou 3 personnes qui travaillent ensemble avec un objectif commun, par exemple, qui vont récolter des fonds, et cetera. Aux yeux de la loi, il y a quand même un statut juridique. Puis, en sachant ça, bah, les associations, donc l'ensemble des démarches incorporées, elles peuvent avoir des actifs, elles peuvent signer des contrats et elles peuvent avoir des employés et donc être employeurs. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on a fait valider avec donc la firme d'avocats avec laquelle on travaille. Et donc, ça permet, en fait, en creusant la question de qu'est-ce qu'une association, quelles sont les obligations, qu'est-ce qu'elles peuvent posséder, faire, et cetera. Ben, on est en train vraiment de démystifier ça et permettre vraiment aux personnes qui sont dans des démarches non incorporées de savoir qu'elles ont, qu'elles ont un pouvoir, en fait. Elles peuvent, en fait, vraiment jouir de ce statut-là pour pouvoir engager des contrats, et cetera. Et donc faire des projets. Et donc, ça permet aussi de protéger les, euh, les personnes qui travaillent autour d'un projet voilà, non incorporé. Donc, c'est important de vous le communiquer aujourd'hui. Donc là, on va parler des principes de la maison des démarches. Donc, il y a plusieurs principes qui entourent la maison des démarches et qu'on veut vous expliciter assez rapidement. Donc, la première, oui, c'est la bienveillance. Donc, un de nos principes, c'est vraiment d'avoir un projet avec une maison des démarches qui a un accueil humain, flexible et à l'écoute vraiment des réalités des différentes démarches. On sait que parmi les démarches, il y a des petites, des plus grandes. Il va y avoir des personnes qui n'ont pas la même compréhension et littératie administrative. Donc, nous, on a vraiment à cœur d'avoir vraiment un principe de bienveillance pour vraiment accueillir les personnes
avec le background qu'elles ont en fait en termes d'administration, etc., pour pouvoir les accompagner et vraiment leur faciliter la tâche au niveau administratif. On a aussi un principe de transparence. Donc, tout ce qu'on va développer comme connaissance à travers la maison des démarches, que ce soit des réponses sur justement les particularités légales du statut d'association ou les modèles de documents qu'on développe, bien, tout ça va être diffusé en licence ouverte Creative Commons sur Praxis. Donc, ça va être aussi des outils que les gens vont pouvoir mobiliser dans leur milieu sans même faire appel à nous officiellement. Donc, on veut vraiment que ça permette de créer de la connaissance utile et ouverte pour le Québec. Puis, par ailleurs, ben, pour les démarches qui vont être hébergées à la Maison des démarches, il y a un principe aussi de transparence totale. Donc, tout le modèle économique derrière la Maison des démarches va être public et disponible pour les démarches. Et bien sûr, ben, toutes les informations financières. On a entendu plusieurs cas où des groupes avaient des fiduciaires qui faisaient preuve des fois d'opacité par rapport aux finances. Pour nous, c'est vraiment un objectif en fait, d'encapacitation des groupes. On veut vraiment qu'il y ait une grande clarté, mais aussi une compréhension financière de la part des groupes. Donc, tout ça va faire partie de notre approche par rapport au projet. Un des autres principes et qui est super important pour nous, c'est vraiment l'autonomie de toutes ces démarches-là. Tout à l'heure, on parlait du mot fiduciaire que nous, on essaye de donc, ne plus utiliser. On parle vraiment d'hébergement administratif parce qu'à travers la maison des démarches, il y aura vraiment un contrat clair entre la maison des démarches et les différentes démarches dans lequel on dit qu'on est, nous, un prestataire de services administratifs. Donc, les décisions, la gouvernance, les rôles stratégiques, etc., des démarches, elles vont vraiment être autonomes. Et nous, on s'occupe vraiment du côté donc, administratif pour vraiment ne pas avoir un conflit d'intérêts, ni on ne veut pas s'ingérer dans la gouvernance des différentes démarches. Donc, c'est vraiment super important pour nous. Et un autre point aussi, c'est vraiment de donner la liberté en fait, aux démarches qui voudraient passer par la maison des démarches, de pouvoir librement partir de la maison des démarches si elles le souhaitent, si elles trouvent par exemple un autre hébergement administratif auprès d'une autre organisation, si elles décident par exemple de s'incorporer, etc., ou de s'occuper elles-mêmes de leur service administratif. On veut vraiment que les démarches qui intègrent la maison des démarches puissent partir sans avoir de pénalité de départ. Mais bien sûr, là, on est en train de déterminer un préavis quand même de départ, mais d'avoir vraiment une souplesse et une flexibilité pour les démarches qui souhaitent intégrer la maison des démarches. On a le principe d'encapacitation. Donc, on veut contribuer à cette pratique professionnelle qui est l'hébergement administratif, aussi connu sous le terme fiduciaire. Donc, on constate qu'il y a beaucoup d'acteurs qui jouent ce rôle-là, mais qui ne connaissent pas nécessairement les limites légales, fiscales et autres. Donc, nous, on est en train d'aller chercher plein de réponses. On veut que tout le monde puisse en bénéficier. Puis, on va être disponible aussi pour soutenir et partager des bonnes pratiques avec ces acteurs-là. Donc, qu'on voit vraiment comme des partenaires dans ce grand projet de soutenir les mouvements citoyens et les acteurs collectifs au Québec. Attends, je pense que j'ai passé celle-là. On veut aussi que ce soit un projet qui va développer les capacités des démarches elles-mêmes, que ce soit leur donner un accès plus simple à des ressources financières. Donc, on sait qu'il y a certains groupes qui cherchent du financement et que les bailleurs de fonds demandent une forme juridique, un NEQ. Nous, avec l'hébergement, on va pouvoir offrir ce soutien-là puis faire jouer un rôle d'intermédiaire pour recevoir des fonds puis les reverser aux démarches. On va aussi vouloir contribuer au développement de la littératie administrative et financière. On trouve que c'est important que les groupes, même s'ils n'ont pas un groupe budget, mais qu'ils comprennent bien l'état de leurs finances, que tout ça soit le plus clair possible. Puis, comme Julie disait, on n'est pas des mandataires, on n'a aucun contrôle sur les activités des acteurs qui vont joindre la Maison des démarches. On est vraiment à leur service, on est leur fournisseur de services. Donc, ça protège aussi l'autonomie des groupes. Un des autres principes, c'est professionnalisme. C'est ça, la maison des démarches, l'équipe va quand même s'occuper donc, de gérer les fonds, par exemple de verser des salaires, payer les fournisseurs, etc. Donc, c'est super important d'avoir une équipe qui soit expérimentée et compétente.
parce que ça vient avec des responsabilités légales, etc. Mais ce qui est important pour nous, c'est vraiment d'avoir une équipe aussi qui soit sympathique et à l'écoute. J'en ai parlé tout à l'heure. Et donc à l'écoute des réalités, des démarches et des milieux. Et on est en train de vraiment réfléchir à mettre en place, et on le met déjà en place, ben, des processus vraiment fiables, robustes, et pour que l'ensemble des groupes puissent avoir des chiffres et avoir une visibilité sur leur comptabilité qui soit claire et facile à comprendre. Et c'est aussi un des buts aussi de la Maison des démarches, c'est de pouvoir aussi améliorer la littératie administrative et financière des différents groupes qu'on va accompagner. Notre dernier principe, et non le moindre, c'est l'abordabilité. On veut vraiment que ça soit abordable de faire, de bénéficier de l'hébergement de la Maison des démarches. On est encore en pré-démarrage. On est en train de, je pense que c'est avec l'usage aussi qu'on va bien comprendre à quel point on peut mutualiser les coûts. Puis je pense que ça va aussi varier. Plus on va avoir de démarches, plus on va pouvoir avoir d'économies d'échelle. Mais déjà, quand on faisait un petit sondage, on a vu il y a beaucoup de fiduciaires là, qui vont prendre des commissions, des fois, qui peuvent aller jusqu'à 15 20 En tout cas, là, c'est pas toujours justifiable, mais nous, on essaie vraiment de se rapprocher plus du 5 à 7. Puis, ce qu'on veut aussi, c'est créer une sorte de solidarité, donc que le pourcentage de frais de gestion soit moins élevé pour les plus petites démarches, parce qu'on sait que quand on a un budget de 500 mais chaque dollar est important. Puis, en tout cas, on veut aussi créer une sorte de solidarité entre les échelles des démarches. Puis, la manière qu'on a structuré pour l'instant la grille de frais, mais c'est sur l'argent qui est dépensé. Donc, même si on reçoit un énorme financement, on va comme appliquer le frais de gestion uniquement sur les sommes qui sont dépensées de manière trimestrielle en fonction du budget dépensé. Donc, ça peut être dépensé en fournisseur, en salaire, en peu importe. On y va vraiment avec le solde du compte, en fait, au début et à la fin des trimestres. Puis là-dedans, il peut y avoir certaines exceptions. On sait qu'il y a certains groupes qui vont recevoir des fonds, euh, mais qui vont ensuite les retransférer à leurs membres pour certains projets. Donc, tout ce qui est plus des transferts de fonds comme ça, ben, on peut avoir un arrangement ad hoc pour ne pas non plus toujours prélever un pourcentage sur des sommes qu'on ne gère pas, essentiellement. Donc, ça, vous pourrez nous contacter, puis on pourra s'assurer et vous présenter ça. Ce qu'on veut faire aussi avec la Maison des démarches, ça rejoint le concept de transparence, c'est de discuter annuellement de la grille de tarifs avec toutes les démarches hébergées, puis en montrant aussi le budget, puis les vraies dépenses du projet de la Maison des démarches, puis que ça soit des tarifs qui sont révisés annuellement en fonction des finances de la Maison des démarches. Le projet collectif ne veut pas que la Maison des démarches soit une source de revenus, de profit. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est que ça soit le plus bas possible pour être le plus utile pour les milieux. Puis je ne sais pas si ça vaut la peine de le dire, Vincent, mais le rêve étant que s'il y a suffisamment de démarches également, que le flux de trésorerie soit tellement élevé que ça permette de réduire les frais de façon substantielle aussi. Oui, il y a le volume qui permettrait ça, mais il y a aussi des partenariats stratégiques. Si vous nous connaissez, il y a rien de plus beau à mes yeux que les partenariats. Donc là, je pense qu'à travers des partenariats avec des fondations, avec des acteurs, des institutions financières, en tout cas, on veut aussi développer un modèle qui va permettre idéalement de financer, d'amener du financement qui va aussi permettre de réduire les frais, et notamment pour les plus petits groupes. Alors, je vais continuer sur l'ancrage. C'est un sujet qui nous a beaucoup préoccupé, la question de l'ancrage territorial, les mécanismes territoriaux plus exactement. Pendant plusieurs mois, on a sollicité des partenaires de l'Estrie, puis je tiens à les remercier aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils sont là, mais on va se revoir bientôt parce que en Estrie, on a fait des itérations avec des acteurs de l'Estrie pour savoir comment eux percevaient les choses, puis comment est-ce que alors, on était parti sur une gouvernance territoriale, oui, mais qui prend les décisions. On a commencé un petit peu à aller dans une direction qui était finalement pas tout à fait la bonne, puis on nous a alertés sur un certain nombre de points, puis de défis, notamment des rapports de pouvoir, de qui décide de quoi, de quelle démarche. Bref,
Tout ça pour dire qu'on est quand même arrivé à se dire qu'il il va y avoir des mécanismes territoriaux qui vont être mis en place de façon à ce que ce soit aussi le plus simple et le plus fluide possible. On envisage, et on envisage avec ceux et celles qui le souhaiteraient sur les territoires, d'encourager les démarches collectives et tout simplement de pouvoir permettre, par exemple, 3 entreprises d'économie sociale sur un territoire souhaiteraient faire appel à la maison des démarches, et bien qu'on puisse directement se connecter avec le pôle de la région pour voir ce qu'il en est, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Donc on souhaite vraiment travailler dans la fluidité et la coopération et surtout pas augmenter la compétition. Ça, on l'a dit comme point de départ. Alors, on a parfois des angles morts, on espère qu'on n'y échappera pas, on va faire des apprentissages, mais on va faire en sorte que les mécanismes de coopération soient le plus forts au niveau des partenariats locaux. Donc, on a déjà des contacts avec certaines régions, en Estrie par exemple, mais aussi dans d'autres régions. Et donc, si jamais vous êtes des acteurs plutôt de deuxième ligne et que vous avez le sentiment que cette démarche, que ce projet pourrait vous intéresser, on est d'ores et déjà disponible pour. Vous avez vu ce qu'a présenté Julie tantôt, il y a une équipe de liaison. Donc, l'équipe de liaison, c'est faire la liaison avec les territoires pour voir comment est-ce que ça peut s'organiser avec vous dans votre région. Je peux peut-être dire un mot ici pour mentionner que dans la prochaine année, vous allez voir éventuellement une programmation d'activités. Là, on est encore en train de mettre ça en place, mais on veut aussi créer des espaces pour partager les connaissances qu'on développe autour de cette fonction d'hébergement administratif, puis que ça puisse nourrir aussi d'autres acteurs qui souhaitent jouer ce rôle-là au Québec. Donc, ça va un peu dans l'esprit de ce qu'on mentionnait plus tôt, là, d'encapacitation des milieux. Euh, donc, on veut pas on veut pas que la maison des démarches soit l'épicentre de cette action-là. On veut vraiment comme, avoir un effet levier puis que ça devienne de plus en plus une pratique qui est décentralisée à travers le territoire. Prochaines étapes. Tu peux passer à la prochaine slide. Donc là, oui, là, on vous a pas présenté la maison des démarches. Donc, qu'est-ce qui nous occupe aujourd'hui et ce sur quoi on travaille? Ben, on est en train de mettre en place des processus généraux en fait, pour opérationnaliser la maison des démarches et pour qu'elle puisse accueillir plus de démarches, on l'espère, à partir de cet automne, puis en plus grand nombre en 2026. Donc, il y a toute cette phase donc, de mise en place de processus pour la mise à l'échelle de la maison des démarches. On est également en train de créer un guide avec toutes les questions et réponses concernant le statut d'association, comme je disais tout à l'heure, qui est encore un statut qui est un peu méconnu ici au Québec. Donc, on va pouvoir mettre dans ce guide toutes les questions et réponses et également toute information à connaître pour les groupes qui considèrent rejoindre la maison des démarches. Et ça va être un guide qui sera ouvert et mis en ligne et accessible à toutes et tous. On fait également des rencontres avec des partenaires collectifs également aujourd'hui pour voir comment on peut faire rayonner le projet, puis s'assurer, comme disait tout à l'heure Mathieu, qu'on répond, qu'on ne fait pas de concurrence, et cetera, mais qu'on puisse vraiment travailler en collaboration avec des réseaux, des différents milieux. Ensuite, on parle également de la mise en on est en train de mettre en place une gouvernance du projet parce que le projet de la maison des démarches, on veut qu'elle soit, que les projets qui soient hébergés au sein de la maison des démarches puissent participer à sa gouvernance et prendre également des décisions, des recommandations sur la manière de fonctionner, notre offre de service, et cetera. On vous a parlé tout à l'heure de la tarification, ça fait également partie des réflexions qu'on a dans la gouvernance de la maison des démarches. On est en train de chercher un assureur partenaire. Je parlais tout à l'heure donc des assurances responsabilité civile, et cetera. Donc on essaie de voir comment faciliter la recherche d'assurance pour assurer les différentes démarches qui vont rejoindre le projet. On est également en discussion avec différents partenaires pour éventuellement avoir la possibilité d'avoir un parrainage fiscal pour les différentes démarches. Et enfin, on sera au grand rendez-vous de l'innovation sociale ce jeudi. Donc, si certains ou certains d'entre vous seront également présents, vous pourrez venir nous parler en personne. On va être ravis de discuter du projet avec vous. Et les prochaines étapes, comme je le disais, on est toujours en pré-démarrage aujourd'hui et on va accueillir progressivement des nouvelles démarches en fonction de la capacité de l'équipe. Et c'est ça, on espère pouvoir en accueillir un peu plus dès cet automne et encore un peu plus
dès 2026. Et donc là, si vous allez sur le site de la maisondesdémarches.ca, vous allez voir, il y a un formulaire si vous êtes intéressé par la démarche que vous pouvez remplir dans lequel ça va être intéressant pour nous en fait de déjà recueillir vos différents besoins, etc. Donc on va pouvoir après vous contacter et discuter davantage de vos besoins de manière individuelle. Et après, bon, je vous donnerai, on a aussi également une adresse courriel dans laquelle vous pouvez aussi nous faire part de vos remarques, etc. Et on, on prendra le temps de vraiment répondre à vos questions plus individuelles. Et j'en profite, Julie, pour inviter la quand même bonne quantité de personnes qui m'ont démontré de l'intérêt en message privé, Ok, euh, d'aller remplir le formulaire pour qu'on puisse prendre contact avec vous puis s'assurer qu'on puisse vous appuyer puis explorer avec vous les possibles. Parce que, on l'a dit, hein, c'est de l'innovation, on fait bouger un système, mais il y a plein de choses qui doivent bouger puis il y a plein de débroussaillage encore à faire, mais on a bien envie de le faire avec vous. Peut-être dire juste comme un petit mot, comme je lui disais, on est encore en train d'élaborer la gouvernance du projet. Je me permets aussi de clarifier qu'on y a pensé, là, mais finalement, on a choisi que la Maison des démarches, ce ne serait pas une nouvelle organisation. Ça va s'appuyer sur Projet collectif et NISCA. Ça rentre bien dans nos missions respectives. Donc, formellement, la Maison des démarches, c'est un service qui est opéré par Projet collectif avec différents partenaires, dont, bien sûr, NISCA en première ligne. Puis, donc, nous, Projet collectif, on a une large gouvernance démocratique. On a plus de 400 membres, sûrement plusieurs d'entre vous, et sinon, on vous invite à vous informer et joindre notre membrariat. Mais on trouve important quand même de créer une gouvernance de projet qui est spécifique à la Maison des démarches, puis que ça soit comme enchâssé dans la gouvernance de projet collectif. Et on est présentement en train de travailler là-dessus. Probablement que dans la prochaine année, on va mettre en place un cercle d'orientation pour le projet de la Maison des démarches où il y aura des représentantes des démarches hébergées et aussi de nos CA respectifs à Projet collectif et NISCA, mais aussi de nos partenaires collectifs. Donc, on mentionnait plus tôt, donc, pour être très explicite, là, nous, on souhaite vraiment que la Maison des démarches, on puisse être partenaire de regroupements en développement social, en environnement, en culture, dans le milieu communautaire, et que ce soit des partenariats qui puissent aussi avoir leur place dans la gouvernance du projet. Donc, dans les prochains mois, on va aussi aller à la rencontre de ces partenaires-là, puis on va peu à peu élaborer cette gouvernance. Et mais comme la Maison des démarches, ça reste les démarches, le centre, on a aussi envie de créer une assemblée des démarches, donc un espace qui va au moins se réunir annuellement, mais qui pourrait être aussi un espace dans lequel il y aurait une certaine vie associative. On pense qu'il y a beaucoup de solidarité à bâtir entre les démarches à travers le Québec. Nous, on n'a pas un rôle d'acteur de concertation, de liaison entre ces démarches-là, mais je pense que organiquement, à travers la vie associative de la Maison de démarche, il y a plein de liens qui peuvent se tisser, qui peuvent être super intéressants également. Donc, à suivre, c'est un petit preview de ce qui s'en vient autour de la gouvernance. Il était 47. Félix, il n'y a pas des questions auxquelles on Oui, on pourrait a répondre? plusieurs questions, je les ai toutes prises en note. Je vous les envoie. On va essayer d'en faire le plus possible. Puis c'est certain qu'il va en rester, hein. Puis il y a aussi des questions auxquelles on n'aura pas de réponse. Comme vous avez pu voir, on est en pré-démarrage, mais on va tenter d'en répondre au maximum. Donc la première question qu'on a eue, c'était Anne-Sophie et compagnie qui nous demandait qu'est-ce qui arrive, puis qu'est-ce qui arrive, Vincent, disons, si plusieurs initiatives déposent une demande de subvention en ayant toutes comme mandataire la Maison des démarches. Est-ce que ça ne fait pas comme si la Maison des démarches, finalement, faisait plusieurs fois la demande de subvention? On a déjà eu des cas avec des programmes, parce qu'en fait, on ne l'a pas complètement dit, mais en ce moment, on a 2,5. Là, on a deux démarches hébergées plus un projet d'un autre acteur. Puis on a déjà eu ce cas-là qui est arrivé où projet collectif et une de nos démarches hébergées ont déposé au même fonds, donc il y avait le même NEQ. Puis ça ne l'a pas posé d'obstacle. Puis on a fait, des fois, il faut qu'on explique aux bailleurs de fonds que ce n'est pas la même entité, que ça reste deux entités légales différentes, même s'il y a le même NEQ. Donc, il y aura probablement du travail à faire de sensibilisation. Ça se peut qu'il y ait certains bailleurs de fonds qui soient plus résistants que d'autres. Puis ça,
quand on a démarré le projet avec nos avocats, un de nos avocats, Maître Ferland, nous a dit il n'y a aucun obstacle légal, mais il va y avoir un travail il va y avoir des portes à défoncer à certains endroits. Fait qu'il y a quand même, il faut reconnaître, là, on est en train de défricher un espace qui n'est pas complètement défriché. Donc, mais nous, ce qu'on va faire, c'est faire preuve de solidarité. Puis si ça arrive qu'un bailleur de fonds, il y a de la friction parce qu'il y a plusieurs projets qui déposent, qui ont avec la maison des démarches, ben nous, on va être là, puis on va faire tout ce qu'on peut pour débloquer ces situations-là. Mais déjà, il y a eu plusieurs cas euh, au provincial, là, notamment avec le Fonds Action Climat et le secrétariat à la jeunesse, où on a vu il y avait une réceptivité pour ce modèle-là. Puis ça donne un peu la réponse aussi à Claudia Pérez qui a demandé est-ce que la structure permet de se qualifier à des appels à projets qui n'acceptent pas des groupes non incorporés dans les demandeurs admissibles? Bien, tu sais, c'est l'objectif de la Maison des démarches, donc de permettre à des groupes non incorporés d'avoir accès à des subventions et des appels à projets. On a Diane Chatigny qui nous demandait qu'elle voudrait nous entendre plus concrètement sur les aspects légaux, poursuites, accidents du travail. J'imagine que c'est en lien avec les ressources humaines. C'est peut-être plus vous donner un état d'avancement actuel là-dessus, parce qu'on n'est pas au bout. Veux-tu tenter une réponse, Julie? Oui, parce que c'est une question qui est quand même assez large. C'est sûr que la question de la responsabilité civile des administrateurs, on est encore en train de la creuser. Là, je suis en contact donc avec le cabinet d'avocats avec lequel on a beaucoup d'allers-retours pour démystifier les réponses, parce que lorsqu'on creuse quelque chose, il y a une autre question qui revient, etc. Mais donc là, on va pouvoir vous en revenir. Puis ça va faire partie aussi du guide à savoir sur les associations, parce que là, je ne veux pas comme m'avancer sur des sujets bien précis sans avoir la réponse totale, mais on va pouvoir mettre ça par écrit lorsqu'on va avoir des réponses plus claires. Mais c'est ça en termes en tout cas, d'assurance pour les administrateurs, etc. Bah, ça existe en fait des assurances qui viennent protéger en fait des démarches qui sont sous forme d'association. Donc ça, j'ai pu en discuter avec différents assureurs. Mais pour répondre donc à une question qui est quand même là assez large, ben, je vais pouvoir, en fait, le document, je pense, de qu'est-ce qu'une association, etc., va pouvoir répondre à plus des questions que nous, on s'est aussi posées en termes de rôle et responsabilité des associations. Merci beaucoup. On a une autre question de Sam et Marie-Hélène. Ben, beaucoup de questions en fait, mais on va en prendre quelques-unes, puis on va essayer d'aller rapidement. Donc, est-ce que 5 par trimestre, quand on parlait du pourcentage, est-ce que ça veut dire 15 par année, premièrement? Non, ça veut dire 5 euh, par année. Dans le fond, on va juste regarder les sommes qui sont dépensées pendant le trimestre 1. Puis là, ça va être 5 de ces sommes-là. Même chose pour le trimestre 2. Donc, au total, aucune dépense va être. On va appliquer des frais de gestion seulement une fois à chaque dépense. Donc, voilà, c'est un peu. On aurait pu dire 5 par année, mais on voulait montrer qu'il y allait avoir une Marge. analyse trimestrielle de ce frais-là pour le cash flow, tout simplement, de la maison des démarches. Puis, ben, c'est des questions plus techniques hein, que vous pourrez voir avec nous. Il n'y a pas de problème, contactez-nous si vous voulez bien comprendre puis voir le calcul. On nous demande si des projets plus revendicateurs auraient tendance à être refusés ou est-ce qu'on va les accepter? On va accepter le maximum que nos assurances vont nous permettre. Puis, mais on est très conscient qu'il y a beaucoup de groupes de défense de droits, des groupes militants, des mouvements sociaux qui font un travail incroyable et important, puis on veut les soutenir. Si jamais il y a des freins, ça va être des freins malheureusement dus à des questions d'assurance, mais on n'a pas a priori d'exclusion là-dessus. Merci. Puis la dernière question, combien de projets est-ce qu'on anticipe? Ben là, Grosse question. On ne le sait je pas. pense qu'on aurait tous une réponse différente. Mais moi, j'aimerais ça vous dire que je pense qu'il y aurait un potentiel. Je vais vous donner une vision long terme, disons 5 à 10 ans. Je pense que ça pourrait être des centaines, voire des milliers de projets à travers le Québec. On va voir. On va voir. On a Janie qui nous demande si être hébergé administrativement par la Maison des démarches permettrait de recueillir des dons avec des reçus d'impôts pour reçus de charité. Vas-y, Julie. Oui, bah là, on est en discussion avec différents partenaires pour essayer d'avoir donc un parrainage fiscal si on arrive à faire aboutir en fait ces partenariats-là.
Et ça, c'est un de nos objectifs. On aimerait, oui, pouvoir en fait offrir donc un numéro de charité pour que les différentes démarches puissent faire des reçus de dons. Mais là, c'est encore en fait en analyse puis en discussion. Voilà. Puis un collectif, est-ce que c'est à partir de 2 personnes dans notre définition? C'est une bonne question. On ne se l'était pas posé, celle-là, hein. Oh, Je pense qu'on va la comment que les garder, gens ont une idée précise en tête? on va la mettre dans notre prochaine Puis discussion interne. Mais ça vous montre hein, qu'aussi on est en défrichage autour de ce projet-là. Le but, c'est vraiment de venir donner un coup de main puis relaxer des systèmes qui sont sous tension. Mais on a certainement plein de choses à découvrir. Puis il y a autant de cas qu'il y a de démarches. Hein. Ouais. Dernière question qu'on nous donne, puis après ça, ben, je crois qu'on va se dire au revoir. Les OBNL paient juste 7 de taxes. Est-ce que ça serait les mêmes pour les groupes hébergés? je regarde Julie. Les OBNL payent combien? 7% de taxes? Je ne suis pas sûre de comprendre quand on parle de taxes, de quel type de taxes? J'imagine que c'est la Euh, ouais, est-ce que peut-être que Sam et Marie-Hélène, vous voulez préciser un peu la question pour qu'on vous comprenne bien? Ah, est-ce qu'on parle des... Ah oui, la TPS-TVQ, d'accord, les OBNL qui sont admissibles à aller récupérer 50% de taxes parce qu'elles ont une partie de leurs subventions qui proviennent du public, c'est ça, hein. Enfin, je pense que je commence à mieux comprendre. Oui, d'accord, c'est ça. Pour les associations, ça va dépendre, en fait, chaque association, en fait, si une association reçoit un certain nombre de subventions et fait en sorte qu'elle est admissible pour récupérer 50% des taxes, elle va pouvoir le faire. Mais si jamais elle n'est pas admissible parce qu'elle ne répond pas aux critères, non, c'est ça. En fait, ça va vraiment dépendre. C'est à peu près de ce que j'ai compris en fait avec notre avocat, c'est que les mêmes lois s'appliquent pour les associations, mais il faut répondre à un certain nombre de critères en termes de revenus, etc. Merci. Donc, encore plusieurs questions qui seront en suspens. Il y en a qui sont en suspens pour nous. Il y en a qui seront en suspens pour vous. S'ils sont en suspens pour vous, faites-nous les parvenir. Si vous avez des démarches, n'hésitez pas non plus à nous écrire, puis on va tenter de vous répondre dans le meilleur de nos capacités. Puis sinon, défricher avec vous pour essayer d'y répondre. Vincent, Julie? Merci. On est ravis j'ai hâte qu'on puisse plus vous entendre, là. C'est un webinaire d'information. Il y aura certainement des périodes de plus d'échanges avec vous, mais n'hésitez pas à nous écrire si vous avez envie qu'on discute directement. Oui, en tout cas, un gros merci pour votre présence aujourd'hui. Puis c'est ça, j'ai hâte de pouvoir en discuter davantage avec vous dans les prochaines étapes, parce que là, c'est vraiment un webinaire plus d'informations, mais on aura d'autres occasions d'échanger un peu plus, puis répondre à vos questions. Puis en attendant, c'est ça, il y avait donc le courriel et le courriel info@maisondesdémarches.ca, puis maisondesdémarches.ca avec le formulaire. N'hésitez pas à nous contacter, on sera ravis de pouvoir discuter avec vous prochainement. Et nous, on a très hâte d'aller sur le terrain aussi, vous rencontrer, rencontrer vos défis, voir aussi comment est-ce que notre projet peut être mis à contribution, voire même challenger les idées. Donc nous, au niveau de Niska, aller sur le terrain, vous rencontrer, avec aussi bien évidemment Julie en particulier sur l'équipe admin, on va être très présent pour vous. Donc merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Bonne journée!